Puis le grand cacophone. Cacaphone. Verhaegen pétarade en tête du peloton des lettres belges. À dire l'eschatologue. Mais pétarade, c'est bien après. Ça se lit tout de suite. Et si on reprend ce livre, oui. Je ne sais pas si c'est vraiment le premier d'ailleurs. Non, c'est le second. C'est le second. C'est le second. Il y avait la grande mitraque. La grande mitraque. Avec un terme qui n'existe pas, puisqu'il est forgé, c'est une verbigération, comme on dit, une forgerie. Et ça veut dire à la fois la grande matraque, la grande mitraille. Ça veut dire que je voulais dire qu'il fallait faire entrer, que tout pouvait entrer dans la poésie. Et surtout les mots qu'il n'y avait pas d'accueil jusqu'à présent, jusqu'alors. Bon, je ne suis pas le premier à dire ça. Hein. Mais j'ai envie de dire que Verhaegen apparaît tout armé tout de suite. C'est-à-dire qu'il est déjà en possession de son programme, oui. ou même, je dirais, de son plan de bataille. Donc, il doit y avoir quelque chose qui a précédé ça. Comment s'est élaboré le plan de bataille et sur base de quel constat et de quelle colère est-ce que la stratégie a vu le jour? Mais je crois que moi, j'ai fait des études de lettres, on le sait, puis j'ai ensuite imité Rimbaud, qui est toujours ma grande admiration, et j'ai dû faire des poèmes un peu à la Baudelaire. Et puis j'ai eu cette chance, qui est une malchance, d'être un objecteur de conscience emprisonné. Et l'humiliation que j'ai subie devant le langage militaire, devant ce que j'ai dit, j'ai traduit récemment en disant des commodos et incommodos, les uns vont chez les paras, les autocommodités, c'est-à-dire au même endroit, eh bien a renforcé un petit peu cette haine que j'avais, à radicaliser véritablement le type d'écriture. Et puis il y a eu mai 68, puisque la Grande Mitraque c'est 69, et je donne toujours l'exemple, je suis à Paris, il est interdit d'interdire, il y a les mots qui circulent, les mots de désordre, qui ne sont plus des mots d'ordre, mais des mots de désordre. Et il y a au métro Châtelet une grande publicité pour les mouchoirs en papier Kleenex, avec une dame qui est accablée d'un énorme coryza et qui dit zut, un rhume, et à côté la même dame qui a trouvé un Kleenex et qui dit chic, un Kleenex. Et ça donne zut, un rhume, chic, un Kleenex. Et la nuit ou le surlendemain, une main anonyme, une détourneuse, en fait ce que je serai toute ma vie, je pense, une main de singe en quelque sorte, comme dit Artaud, vient et remplace zut, un rhume, chic, un Kleenex par zut, un flic, chic, un pavé. Et je me dis c'est là que ça se passe. C'est dans la formulation comme ça, en raccourci, rythmé, que la poésie doit être. Et ça veut dire que c'est le programme de Rimbaud. Je cherche la formule. Les études de lettres avaient précédé tout ça. Oui. Ces études de lettres se passaient encore dans un temps antédiluvien. J'ai eu comme professeur Van Eghem. Hein. Ah bon? Ah oui, je suis un élève. Mais pas à l'université. Non, c'est à l'école normale. Oui. Non, à l'université ici, c'était d'autres professeurs. Ce n'étaient pas les mêmes. Pas du tout le Je même pense profil, que Van Eghem lui-même, avec son mémoire universitaire sur le Tréamont, a été reporté d'1 an. Quand on pense à cela. De même que André Balthazar, dont on parlait, dans cette université ULB, qui est respectable par ailleurs, a fait un mémoire universitaire sur l'humour chez Bichot. Et Émilie Noulet avait souligné en disant « Il n'y a pas d'humour chez Bichot ». Comme quoi. Non, mais ce que je veux dire, dans ces années-là, on ne parlait pas encore ici, ni de structuralisme, on ne poussait pas très très bien la linguistique, etc. Mais j'imagine quand même que ça avait son chemin dans votre tête à ce moment-là, parce que les livres paraissaient quand même. Oui, parce que le livre paraissait, parce que moi j'avais rejoint très vite un groupe en France qui est le groupe TXT. Ouais. Donc avec aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 émergences de ce groupe. L'une c'est comment vais-je dire, Prigent, qui est le fondateur, avec Jean-Luc Steinmetz, et puis quelqu'un qui est un peu un satellite de TXT, mais qui est passé par nous. C'est-à-dire que nous l'avons découvert chez Bourgois, c'est Novarina. L'homme de théâtre aujourd'hui. Et comment la jonction s'était faite avec TXT au fond? Mais simplement parce que Prigent avait écrit sur ce que je faisais, et moi-même j'avais écrit sur Prigent. Et on s'est rencontrés sur cette base-là. Il avait écrit La Belle Journée, et moi j'avais écrit Le Grand Cacaphone, ou enfin inversement, La Grande Mitraque, et on s'est vu à Rennes, on s'est rencontrés. Et pendant 25 ans pratiquement, on a fait ce TXT, jusqu'à s'aborder en disant « il y en a assez, il y en a un peu marre, on est ailleurs maintenant ». Mais le premier numéro de TXT, par exemple, c'est un numéro dans lequel apparaissent des gens comme Alain Duhaut,
que l'on voit à Antenne 2 aujourd'hui avec Frugeri, et qui commençait ses premières armes et ses prix Jean. Et moi, je faisais déjà une poésie qui était complètement différente, par exemple des résultats de football. Et j'avais donné, par exemple, Stade Aragon bat AC Claudel 4-0, enfin des résultats comme ça. Et un jour, Jean-François Bastin m'a dit qu'il s'était servi de ces textes-là dans un travail universitaire qu'il avait fait. Ce qui est intéressant. Et qui allait devenir journaliste lui aussi, d'ailleurs. Qui allait devenir journaliste aussi, en fait. Et j'avais rencontré à l'époque où je travaillais à la RTBF. Ouais. Mais il y avait quelque chose quand même d'un peu visionnaire dans le fait de sentir qu'on pouvait se positionner à la fois dans la poésie, dans la pub et dans le journalisme, et se servir de l'alliage de tout ça pour faire de la déconstruction. Oui, absolument, oui. C'était ainsi, je veux dire, et ça allait s'accentuer par la suite. Ça allait être tout le temps une espèce de dérive jusqu'à aujourd'hui où je dis j'écris en trompe-l'oreille. Comme d'autres disent j'écris en trompe-l'œil. Je dis en trompe-l'oreille, c'est-à-dire que j'entends toujours autre chose, quoi, en fait. Comme si le lapsus auriculaire avait aidé à remplir le cartouche de comment vais-je dire, d'un habituel par une autre homophonie, quoi, en fait. Hein, vous savez, quand j'étais en classe, et à mon avis, on disait ça chez vous aussi, le plus beau vers de la langue française, c'était Phèdre qui disait je suis la fille de Minos et de Pasiphae. Et c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup. Et un jour, je pense que c'est dans Ridiculum Vitae ou un autre livre, en fait, peu importe lequel, j'avais écrit, et j'imagine dire je suis la fils de Minette et de Pasiphalus. Diable. Je suis la fille de... C'est peut-être ce que Racine a voulu dire, d'ailleurs. Oui, je suis la fille de Minus et de Pasiphallope. Et j'ajoutais Pasiphallope que ça, du reste. Et le texte embrayait comme ça. Mais ça voulait dire qu'on peut modifier tout cela. On peut modifier. Écrire, c'est lutter contre l'arbitraire du signe. Absolument. C'est ça. C'est la guerre du signe. La guerre des signes contre l'arbitraire. Mais c'est comme les peaux de l'oignon, c'est-à-dire... On en enlève une, on en trouve une autre. C'est ça. Le démasquage est à l'infini. En fait. Est à l'infini comme l'inconscient. Je veux dire, plus on puise dans l'inconscient, plus on va sortir de choses. Et plus on va au charabia, au charbon de son charabia, plus on va au tréfonds de soi-même, plus on élève peut-être le niveau de pensée. Ça, c'est la leçon d'Artaud Rimbourg. C'est-à-dire que, je disais, moi, il faut surtout pas croire qu'on va plonger en soi pour écrire régressivement Petit Nègre, il faut écrire Grand Nègre. Il faut savoir si on va dans le fond, on a une espèce d'insouciant aussi, un son toquetant. Et en fait, tous les jeux de mots que moi j'ai faits, parce que généralement les gens disent c'est un joueur de mots, mais les jeux de mots, c'est pas vrai que je ne suis pas un joueur de mots dans ce sens-là. Je suis quelqu'un qui balise un petit peu son avancée théorique à l'aide de jeux de mots, et qui dit ouïssance, oui, inouïversel, oui. Du côté de l'imaginaire, oui. Et tout ça me fait avancer, me fait réfléchir. Et tous ces mots valises enrichissent les mots qui les composent. Absolument. Et même le champ sémantique tout autour. Tout autour. Et renforce aussi la prospective et l'investigation que l'on fait sur le champ littéraire en général. Quoi. Mais dans l'inconscient, il y a aussi l'idée de la sonorité. La sonorité. C'est-à-dire du verbal. Oui, du son et du sens. De ce qui est émis. Oui. Et finalement de la performance. Il y a le fait qu'on va faire des performances, qu'on va écrire pour le son. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit que les lettristes, le formalisme, bon, c'est une chose, mais il y a dans les poètes sonores, quelqu'un comme Heidsieck notamment, ou bien François Dufresne et quelques autres, qui méritent d'être entendus. Et c'est le début de Polyphonix, et on va se retrouver dans... C'est vers quelle année, ça, alors ? C'est les années 70, en gros, 75, en fait. Oui, et nous, on les rejoint vraiment vers le 3-4e Polyphonix à l'American Center, où il y a Ginsberg, où il y a Yoko Ono, la veuve de Lennon, il y a tous ces gens qui sont un peu connus sur la scène internationale, et on les voit là aussi bien grandir que les autres, quoi. Et la façon dont on lit le texte, et dont on va les lire dorénavant, va faire beaucoup d'effets sur ces gens-là aussi, quoi, en fait. Et si aujourd'hui, un texte comme Grand-mère Quéquette de Prigent est lu encore avec cette véhémence-là, et ça passe encore d'une manière remarquable, c'est parce qu'il manquait peut-être un peu de sens dans les travaux du formaliste de nos habits. Du sens, au sens de quoi ? Du sensuel ou du sens dans la cohérence, je veux dire, de l'entente, enfin je veux dire un raccord, quoi, en fait. C'est là aussi qu'on a envie de dire que
dans ce qui peut apparaître comme une espèce de délire verbal, Oui. il y a une méthode incroyablement précise. Il y a une méthode sous la folie. Oui. Alors, comment est-ce Il y a un garde-fou, quoi, en fait. Il y a un garde-fou, oui. Oui. Il y a 100 discours d'escorte pour autant un garde-fou. Oui. C'est ça. Comment peut-on à la fois maintenir le cap et partir dans toutes les dérives? Alors ça, c'est une question de dosage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait, je ne sais plus dans quelle interview, si on met une couche de trop, ça rate. Oui. Prenez la peinture monochrome, par exemple, on en parlait. Eh bien, on peut imaginer quelqu'un qui en est à sa 5e, 6e couche, et puis il se retire, et puis il en remet encore une, et ça tient. Miracle. Et puis s'il en met une en moins, voilà. Et j'avais une formule pour ça, je disais, savoir se retirer, s'en aller quand ça commence à bien faire, mais insister quand ça commence à faire du bien. Et tout l'art est là-dedans. Tout l'art est vraiment de sentir quels sont les ingrédients et pourquoi. Et donc l'insatisfaction, quand moi j'écrivais les derniers textes que j'ai écrits sur le besoin de l'urgence, par exemple, eh bien j'écrivais au lever pendant 2 heures, 1h, 3/4, 2 heures, et puis je mettais 6 heures, parce que je travaillais 8 heures, à tourner autour de ce texte, pour le peaufiner sans le peaufiner, pour n'être jamais totalement satisfait, quoi, en fait, et avoir cette espèce de lenteur autour du texte. Ou alors, inversement, écrire des textes avec une vitesse incroyable. Et ça, c'était le jeu de l'oreille dont je parlais, qui faisait que j'ai fait des traductions traîtres, des traductions Judas, avec la méthode judo, enfin, c'était une façon de dire, où j'entendais My Taylor is rich, et je traduisais Elisabeth a du pognon. Ou bien Nunc est bibendum, mon oncle travaille chez Michelin. Et donc, c'était quelque chose que j'éprouvais comme ça, sur le carreau, comme ça, et puis voilà, vitesse d'un côté, lenteur de l'autre, très, très, très ralenti. Et bien se dire une chose, que tous les textes qui, lorsqu'on les dit, on les dit avec rapidité, avec fluidité, avec côté performance, sont ceux qui ont été travaillés le plus lentement possible. Oui, les textes sur Artaud. Parce que là, il y a un souci de communication oui, immédiate. Et puis on n'en dit pas n'importe quoi sur Artaud comme ça, il faut relire. Vous savez, quand vous avez... enfin, moi, je suis un pecno de province qui s'attaque à Artaud comme ça, et puis quand vous avez des gens comme Thévenin, les grands spécialistes, et qui vous disent, ah, oh, là, non, il n'y avait pas d'humour chez Artaud, et moi je dis non, il y avait une férocité joyeuse, et puis qu'elle vous répond, oui, vous avez raison, votre texte m'a au moins éclairé là-dessus. Ça fait un peu de bien quand même, on avance un peu, quoi, en fait. Mais donc il faut être prudent là-dessus. Mais où est la part de mimétisme là-dedans? Alors, dans le rapport à un texte comme celui d'Artaud. Quand est-ce qu'on est dans le sillage d'Artaud complètement, à sa traîne peut-être, en fait, à sa botte? Je pense qu'on est à côté d'eux. On ne peut jamais être derrière ni devant. Donc c'est la parodie. La parodie, c'est pas la parodie au sens de ridiculiser. Non. C'est l'accompagnement, en fait. Je pense que pour dire le texte, il faut dire le même texte. Il faut le redoubler. Le redoubler. Comme si on faisait... il y avait la version originale Artaud et qu'on faisait la traduction, la mienne, en l'occurrence. C'est la rupture avec le maoïsme. C'est vie et mort pornographique, Madame Mao, ouais. Oui, c'est vie et mort, d'une part, et c'est surtout la rupture par rapport au langage de Curé, quoi, des Mao. C'est-à-dire que les mouvements d'extrême gauche avaient indiqué lorsque Mao est mort, gloire éternelle au camarade Mao. Ça veut dire Gloriane excelsis Deo, quoi, en fait. Il avait un dieu du gars, quoi, en fait. Et donc c'était insupportable on était entré dans les mouvements d'extrême gauche, un peu culpabilisés sur la question de langage, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs comme Prigent et moi, qui jouent avec les mots, qui font ces textes, etc. Qui sont etc. des formalistes, en fait. Oui, qui sont des formalistes pour les militants, et qui sommes à des kilomètres des masses, qui dominons ces masses avec un mépris souverain, et puis alors que ces masses ont besoin simplement d'avoir de la nourriture tout à fait concrète, d'un bon militantisme. Et donc on est entré culpabilisé, un peu comme si on nous avait pointé du doigt en disant « vous êtes le diable ». Et puis oui, d'accord, monsieur. Et puis on est sorti pour des questions de langage aussi. Alors moi, je n'étais pas quelqu'un prêt à renouveler ce langage-là. Ça ne m'intéressait pas, la démonstration était faite. Et quand une démonstration est faite, on passe à autre chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est important. C'est important, on a fait cela, tac, et on est parti sur autre chose. Il y en a sur les Folies Bergères après, sur Pubert Putain. Et puis quand on voit Folies Bergères par rapport à Artaud Rimbaud, par exemple,
on a l'impression d'un autre niveau Tout à de fait, notre travail. niveau. Mais c'est un travail de commande. Ouais. Je veux dire, c'est Nicole Vimard, que j'avais rencontré avec Duneton, dans la collection Point Virgule au Seuil, m'avait dit on n'a rien sur la Belgique. Et c'était le moment où les blagues belges circulaient en fait à Paris avec beaucoup de comment vais-je dire, de succès. Et moi je m'étais dit, mais en fait, au fond, l'intelligence belge du côté de l'humour vient surtout de la littérature. Est-ce que ce n'est pas peut-être Haddock avec ses injures, qui est très fort? Est-ce pas Ensor avec ses injures à la critique de son temps? N'est-ce pas Marcel Marienne, les aphorismes, etc. Et puis je me suis érigé en Monsieur Loyal, qui sur la scène des Folies Bergères, celle-là, fait une parade folie belgère. Elle fait défiler aussi bien Koenig que Fantomas et les autres, en fait, jusqu'à la traversée de la frontière linguistique par Filloux, ou bien un cirque d'hiver, où on disait il faut toujours garder un petit désespoir pour la soif. Je trouvais que là, c'est un peu notre force, peut-être. Je pense que quand on globalise, que les aphorismes chez nous, les petites phrases comme ça assassinent très souvent, sont notre force. Quand Délibule à Périgueux, justement, on attendait les autorités locales et on savait qu'il y avait un grand personnage qui allait arriver et on avait anticipé sur le rire possible des Français en disant « Soyez belges envers les animaux ». Je crois que c'était superbe.